on va débuter. Déjà remercier, infiniment Pierre et Clémentine qui sont là. Donc aujourd'hui, on parle de Pierre Biziou, qui est le créateur, des éditions Matin Calme, mais qui fut également créateur, du Serpent à plumes, si je ne m'abuse. Et déjà Pierre, bonjour à toi. Est-ce que tu Bonjour déjà tout le tu veux monde. est-ce que déjà vous pouvez présenter votre parcours et surtout, comment vous en êtes arrivé déjà à créer cette maison, qui est si particulière sur un domaine, très pointu, en tout cas le polar coréen? Oui, alors bonjour à tous, et merci de m'avoir invité. Effectivement, moi j'ai commencé au Serpent à plumes, qui était une revue de nouvelles qui s'était créée en 88. C'est un truc associatif au départ. Et puis on a monté une maison d'édition en 93. Et c'était de la littérature du monde entier, très, très contemporaine, hein, essentiellement. Et voilà, on a vécu une aventure d'une trentaine d'années avec des hauts et des bas et pas mal de crises, mais bon, qui font partie du monde des maisons indépendantes. Et la dernière crise, ça a été il y a 2 ans à peu près, ouais, quelque chose comme ça, 18 mois, où on avait été racheté par la Martinière et puis la Martinière avait été rachetée par Média Participation et qui a estimé qu'il n'y avait plus de place pour une maison comme la nôtre, qui faisait de la littérature un peu pointue, et, et aussi qui s'intéressait à des pays un petit peu moins connus, des auteurs de Géorgie, du Mali ou ailleurs, de Syrie. Et donc on s'est retrouvé avec notre maison coulée au moment où on fêtait les 30 ans. Et bon, bah, toujours dans ces cas-là, on a envie de reconstruire quelque chose. Et on avait déjà travaillé, on avait commencé à réfléchir à une collection de polars coréens, parce qu'on aimait bien la littérature coréenne. On avait publié aussi des auteurs coréens, dont la magnifique Han Kang. Je ne sais pas si vous avez lu La Végétarienne, c'est un très très beau roman. Ouais, c'est une grande découverte de la littérature coréenne. Et donc voilà, bah, ça s'est trouvé qu'il y avait cette collection qui avait déjà été bien travaillée en amont du Temple du Serpent. Et voilà, on a cherché un investisseur, on a trouvé Olivier Mitterrand et on a pu démarrer avec lui cette aventure. Et voilà, et le premier est sorti en janvier. Et le deuxième en mars, apothéose, nous étions invités avec nos 2 auteurs qui devaient venir à Quai du Polar. Et ça devait être une grande fête, mais bon, qui est remise un petit peu plus tard. Alors pour rebondir là-dessus, le polar coréen, comment vous est venue cette, alors certes, c'était déjà un prémisse, lors du Serpent à plumes, mais quel est votre attrait et votre passion pour ce pays en particulier? En fait, on est venu au polar coréen plus par la Corée que par le polar. On n'a pas d'expertise du tout en polar. C'est quelque chose voilà, on était peut-être un peu des lecteurs malgré tout de polar, mais pas plus que ça. Et c'est vraiment par la Corée qu'on est arrivé là-dessus, et notamment par un auteur qui s'appelle Kim Moon-soo, qui est le premier que nous avons publié, le Sancho. Et Kim Moon-soo, moi, je l'avais co-traduit il y a très très longtemps déjà, avec Kyung-Nan Choi, euh, qui est une traductrice de coréen et qui vit en France et qui avait lu son premier livre qui s'appelait Le Placard et qui avait adoré, qui avait absolument voulu qu'on le traduise et qu'on le fasse connaître en France. Et donc ce jeune Kim Moon-soo est un peu un trublion des lettres coréennes. Et voilà, donc on a commencé avec lui, Le Placard, qui n'était pas vraiment un polar, qui était un espèce de roman foutraque où il y avait vraiment de tout, mais qui était très très sympathique. Et puis après, on a co-traduit aussi ensemble son deuxième roman, qui s'appelait Les Planificateurs, qui est sorti maintenant au livre de poche, pardon, chez Point. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, qu'on a tout le temps suivi. Et quand il a sorti son polar Sancho, qui a eu un énorme succès en Corée, bon, voilà, ça nous a donné un peu l'envie ouais, d'avancer quoi, sur ça. Et puis, il y a eu un petit élément déclencheur aussi, c'était un article du Guardian qui annonçait le thriller coréen comme étant
le nouveau, comment on disait, nordique, je sais pas quoi. Scandinois. Voilà, Scandinois, il disait. scandinois. Merci Clémentine. De rien. Bonsoir. Le nouveau scandinois, voilà. Et donc, dans les auteurs cités, il y avait trois auteurs avec lesquels, les trois auteurs qui étaient cités, c'était trois auteurs avec qui on travaillait déjà, soit qu'on les avait traduits, soit qu'on les avait publiés. Donc, c'était un peu, voilà, c'était un peu naturel de se dire à un moment, autant nous-mêmes créer quelque chose et investir là-dedans que de regarder ça partir ailleurs. Voilà. Alors, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, sinon je continue. Hein, des questions, j'en ai plein. Donc, Moi, j'ai une question. on y va. Oui, bonjour Pierre. J'aurais voulu savoir, parce que ça, c'est justement intéressant. C'est quand vous achetez, j'imagine, vous achetez les droits du roman, puisque c'est un roman étranger qui est publié d'abord en Corée du Sud. Comment ça se passe? Je veux dire par là que j'imagine que vous devez être plusieurs à vouloir acheter ces droits. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être très, très indiscret. Non, c'est pas discret du tout. C'est toujours la question avec tous les auteurs en vérité, hein, mais c'est vrai que c'est plus fort sur tout ce qui est auteur étranger, surtout qu'on a de plus en plus affaire à des agents. Donc il y a plusieurs façons d'acheter un livre à l'étranger, mais une des voies classiques, ça va être qu'un agent vient vous présenter ça à Francfort et vous dit il faut absolument acheter ça, c'est le grand livre qui a fait plusieurs centaines de milliers d'exemplaires chez nous, voilà, etc. C'est déjà vendu dans 4 pays, 10 pays, 40 pays. Et voilà, donc il y a le processus par les agents qui est un classique. Il y a aussi tout simplement la connivence qu'on peut avoir avec l'auteur, ce qui était le cas de Kim Moon-soo, c'est vraiment quelqu'un dont on était proche. Et donc il était évident quand son polar a été publié en Corée qu'on allait travailler avec lui. Et puis on essaye aussi d'être assez proche des éditeurs de Corée. Donc à Francfort, on a fait un gros travail avec Irène, qui n'est pas là tout de suite, qui nous rejoindra peut-être plus tard. J'ai tardé à la prévenir, pardon. Mais on a fait un gros travail avec Irène pour essayer de faire vraiment le tour de tout ce qui était éditeur de polar en Corée. Et on a trouvé des éditeurs qui étaient pas encore habitués à vendre à l'extérieur, même en Corée, qui n'étaient pas encore habitués tellement à mettre en avant cette littérature-là. Et donc, on a eu beaucoup d'opportunités. Et Clémentine continue à nous aider à chercher comme ça des éditeurs indépendants avec lesquels on peut travailler. Par exemple, un éditeur, une éditrice qu'on aime beaucoup, la maison s'appelle Goznok. Clémentine, tu veux dire un mot de Goznok? Goznok, c'est une maison d'édition qui publie uniquement des thrillers ou des polars. Et en fait, ils mettent vraiment le paquet sur la couverture, sur la promotion des ouvrages. Donc chaque ouvrage a une sorte de petit film en fait de présentation. Et à chaque fois, ça donne très envie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un petit peu leur catalogue. Comme ils ont souvent des nouveautés, on lit un peu les résumés, on voit ce qui pourrait nous plaire. Et à ce moment-là, on leur envoie un email, on leur demande si les droits sont libres. Et quand c'est le cas, on peut recevoir le bouquin, on le lit, on le fait lire et puis voilà. Donc si le livre plaît au lecteur, donc au lecteur bêta-test entre guillemets, on décide, enfin Pierre plutôt, c'est pas moi, Pierre et Irène décident donc de le faire traduire. Et puis voilà. On a eu la chance d'arriver sur ce marché du thriller coréen, un peu les premiers, même si on avait déjà acheté. Kim Yong-ga, par exemple, avait été publié papier. On en trouve dans d'autres maisons, mais personne s'était encore lancé à identifier la Corée comme vraiment un creuset de littérature policière et de thrillers et de romans noirs et de choses comme ça. Donc nous, on vient avec cette petite avance, on va dire, qui fait qu'au moment de discuter avec les auteurs, les éditeurs, les agents, on a pour l'instant une place assez. Merci Jade, tu avais une beaucoup. question?
Oui, alors moi j'avais une question sur la traduction, parce que j'imagine que c'est peut-être un peu plus compliqué de traduire du coréen vers le français que de l'anglais vers le français, comme c'est une culture assez différente, il y a beaucoup de formels. Comment vous arrivez à garder l'authenticité de l'œuvre première quand vous la traduisez en français? Ouais, c'est un gros problème, évidemment. Euh, Il y a un système qui s'est mis en place avec la Corée qui vaut ce qu'il vaut, qui est critiquable, qui est que nous fonctionnons en binôme. Donc, on a généralement un traducteur coréen qui fait un premier jet plus ou moins élaboré et un co-traducteur français qui fait quelque chose qui est entre le rewriting et la traduction. Et par exemple, moi, j'ai fait ça pour 7 ou 8 romans coréens déjà. Et je ne parle pas coréen, donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc ça demande beaucoup d'échanges avec la partie coréenne qui doit vraiment expliquer dans quel style ça c'est écrit, quelles sont les références de l'auteur, etc. On fait beaucoup d'allers-retours, on se dispute énormément. C'est assez passionnant. Et jusqu'à ce qu'on pense avoir trouvé effectivement le bon ton. Voilà. Mais c'est très particulier, hein. Il y a assez peu de pays qui ont ce fonctionnement de binôme. Ça s'est créé un petit peu par hasard, apparemment, au début. Les premières traductions ont été faites comme ça. Il y a une institution qui s'appelle LTI, qui est un peu comme le CNL, qui aide à la traduction. Et ils ont vu ce modèle-là pour le premier et ils se sont dit, ben là, on fera toujours comme ça. Donc maintenant, tout le monde en Corée s'attend à ce que ce soit traduit en binôme. Mais là, par exemple, on vient de récupérer un texte la semaine dernière, qui est traduit par Maurus. Il y a une relecture comme ça d'une personne coréenne, mais le traducteur a pratiquement tout traduit tout seul, intégralement. Voilà. Juste des petits points de détail, mais ils sont très très rares quand même. Clémentine, toi qui travailles à l'INALCO. Oui, bah c'est assez rare. Là, de plus en plus, il y a des personnes qui s'intéressent à la littérature coréenne, donc qui veulent devenir traducteurs ou traductrices. Mais c'est vrai qu'à une période, en fait, les personnes qui traduisaient les ouvrages coréens, c'était surtout en fait, des Coréennes qui vivaient en France, donc qui ont fait leurs études en France et qui voulaient faire découvrir la littérature de leur pays à leur nouveau pays, en fait, au pays dans lequel elles vivaient. Et donc, pendant une période, c'était comme, enfin, jusqu'à maintenant, en fait, c'est toujours comme a dit Pierre, une traductrice généralement. Il y a aussi quelques traducteurs, mais quand on regarde la majorité des livres qui sont traduits en français du coréen, c'est souvent une traductrice et un co-traducteur ou une co-traductrice. Donc la traductrice coréenne, généralement, et le co-traducteur ou la traductrice, c'est généralement français. Donc oui, c'est vrai que c'est un système qui perdure. Mais je pense que petit à petit, il va y avoir des personnes, il y a de plus en plus de personnes là qui parlent coréen, qui s'intéressent à la littérature coréenne. Donc je pense que oui, bientôt il y aura des francophones qui pourront traduire tout seuls. Voilà. Comme, Clémentine, bah, comme Clémentine moi, je traduira rigole. quelque chose. On verra, on verra. Jean-Marc? Oui, Pierre, une question sur le marché un peu de niche coréen. Est-ce que c'est suffisant à terme pour assurer une production éditoriale et faire vivre une maison d'édition? Ou est-ce que, d'autant plus que la Corée, voilà, il y en a qu'une moitié déjà qui doit être accessible. Généralement, quand on a des maisons d'édition, parler du polar nordique, c'est justement toute une région de l'Europe. Est-ce que la maison d'édition va vraiment rester sur la Corée, la production coréenne, ou est-ce qu'à terme, vous envisagez peut-être d'aller sur des pays voisins, sur le sud-est asiatique, d'élargir un petit peu pour avoir plus de production? À terme, ouais, je crois que quand même, on ne pourra pas s'empêcher d'aller voir ailleurs parce que c'est vrai qu'on a ce passé du serpent à plumes qui effectivement était très ouvert au monde et, et ça ferait très plaisir d'aller chercher des polars, je sais pas, mais même pas spécialement euh, en Asie, hein, d'aller en chercher en Pologne ou au Sénégal. Simplement,
bon, là, on a voulu avoir quelque chose de simple. C'est très difficile de créer une maison aujourd'hui, quand même, en étant indépendant. Donc, par rapport au serpent, où on faisait beaucoup de choses et où les gens avaient du mal parfois à comprendre ce qu'on faisait, quand on disait qu'on faisait de la littérature, c'était un peu compliqué à faire passer. Là, on dit qu'on fait du polar coréen. On est sur cette ligne qui est très simple, très claire, très niche, effectivement, mais voilà, qui est compréhensible. Et puis, bon, il faut avouer qu'en plus, les auteurs sont là. C'est-à-dire que ça fourmille de textes. Et donc, on n'a pas cette angoisse de se dire, mais est-ce qu'on va réussir à trouver des choses? Non, il y en a, il y en a, il y en a. C'est très dynamique. C'est une nouvelle génération qui s'est saisie du polar. Voilà, donc il y a toute cette richesse qui nous garantit que si on a envie, on peut continuer 10 ans comme ça. Mais je pense qu'on ira quand même voilà, on se fera plaisir, on allera ailleurs aussi. Eva? Oui, j'avais une petite question. Bonjour Pierre, bonjour Clémentine. Moi, je connaissais effectivement et j'aimais beaucoup le serpent à plumes. J'en ai d'ailleurs pas mal à côté de moi. Ah Je vous ai découvert via les livres de Nick Cave, en fait, qui étaient publiés chez vous, parce que je suis une grande fan. Soirée avec Nick Cave, inoubliable à ravie. l'époque. Non, c'est vrai. Magnifique. Il faudra qu'on parle en privé. Oui. Moi, j'avais une petite question donc, sur votre nouvelle maison d'édition et surtout son nom. J'étais assez étonnée en fait du nom qui a été choisi. Alors, je comprends bien Matin Calme par rapport à la Corée. Mais par rapport au positionnement en fait, de la maison d'édition sur du polar, c'est vrai que moi, Matin Calme, le polar pour moi, c'est plutôt la nuit, c'est plutôt pas calme. Donc, je voulais savoir en fait pourquoi vous aviez choisi ce nom pour vous positionner sur du polar. Alors, la Corée, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, c'est son nom traduit en France depuis quelques siècles, c'est le pays du matin calme. Qui en fait correspond, c'est une erreur de traduction antique. C'est simplement le pays du soleil levant, enfin comme le Japon, le soleil se lève. Et, voilà, ça a été traduit par Matin Calme et c'est resté comme ça. C'est même dans d'autres pays qui sont inspirés de la France, genre l'Angleterre, c'est aussi ça. Moi, j'aimais bien l'idée du contraste, effectivement, entre Matin Calme et des abominations terrifiques comme on a chez Semiei ou Kimonsu. Pas calme du tout, très sanglant, etc. Et bon, j'aime bien aussi le côté du matin parce que souvent, ces crimes se passent la nuit et voilà, et le matin, on est dans le recommencement de quelque chose. Donc voilà, on cherchait des idées et ça m'a paru le plus, voilà, correspondre bien à l'image de la maison. Et puis il y avait ce petit jeu sur Matin Calme. On vous épargnera toutes les hypothèses qu'on a eues de nom. Oui, moi j'ai une question pour la néophyte que je suis. Est-ce qu'il y a une patte au polar coréen? Est-ce qu'il y a des choses, un univers, des points communs qui ressortent des différents auteurs, en tout cas, que tu édites? Si on veut, on les trouve. Il y a quelques points communs. Il y a plusieurs points communs, en fait, l'ensemble de choses. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui en fait l'attrait, selon moi. C'est pas une littérature de polar formatée. C'est-à-dire ils n'ont pas encore tous les codes. Ils n'écrivent pas comme des Américains. Ils ne copient pas les Américains. Ils ont une écriture qui est encore très, très marquée par leur propre histoire. On a des choses qui sont liées à la politique de la Corée. La Corée, dans les années 80, était une dictature militaire, avait une dictature militaire à sa tête, a été très longtemps dominée par le Japon et formée économiquement. Il y a eu un miracle économique coréen qui s'est fait dans la douleur quand même sociale. Et voilà. Et tous ces éléments font que dans le polar coréen, on va trouver un imaginaire très fort de complotisme, d'État qui ne rend pas la justice, avec beaucoup derrière de vengeance, des choses comme ça, de sociétés secrètes très importantes, et
beaucoup d'interrogations, et dans les prochains titres à apparaître, on en a aussi, sur la nouvelle génération qui arrive, les enfants. Est-ce qu'ils sont en train de créer les psychopathes de demain? Est-ce qu'ils ont déjà créé les psychopathes d'aujourd'hui? Et où va cette société hyper connectée, hyper industrielle, hyper miraculeuse économiquement, mais peut-être totalement désastreuse sur le plan humain? Voilà. C'est quelques grands thèmes, hein, mais c'est assez fort dans le polar. Béa, toi? Oui, je voulais revenir sur la question, enfin, en lien avec la question de Jean-Marc. Vous disiez en fin de réponse que vous pouviez tenir 10 ans comme ça en gardant que du polar coréen. Qu'est-ce que vous envisagez en fait comme rythme d'édition par an, par exemple? Et deuxième question un petit peu liée, est-ce que vous envisagez une collection poche? Alors, on est dans l'idée sur 10-12 titres par an. Voilà. Quelque chose qui à la fois nous donne une certaine visibilité et puis qui nous permet quand même de lire les textes, de travailler tranquillement, de faire venir les auteurs, de bien travailler. Parce que aujourd'hui, si on ne prend pas le temps d'aller en librairie, si on ne prend pas le temps de vous parler, si on ne prend pas le temps de tout ça, les livres, ils disparaissent. Donc, ne pas charger trop. Voilà. 12 titres, ça me paraît le maximum raisonnable. Ensuite, concernant le poche, pour l'instant, on les vend à des éditeurs de poche pour essayer de donner quand même, trouver un lectorat plus large, parce que c'est vrai que nos livres, il faut payer les traductions, il faut payer tout ça. On essaye de faire des livres avec des rabats un petit peu sympas et tout ça, de ne pas trop baisser en qualité, donc ils nous coûtent cher, et ils sont quand même vendus, Kimonsu c'était 22 €, c'est cher, 22 €. Donc il nous faut du poche, et pour ça, pour l'instant, le choix, ça a été de confier ça à des grosses maisons de poche pour qu'ils aillent un peu nous aider à défricher auprès du public. Donc, on a vendu le Kimonsu aux éditions Point, puisqu'ils avaient déjà les planificateurs. Et on a vendu Bonne Nuit Maman aux livres de poche, et etc. On va continuer comme ça, selon les publics, de travailler avec telle ou telle maison de poche. Après, à terme, bien sûr, ça peut être intéressant de faire, c'est un peu la mode des éditeurs en ce moment qui font leurs propres livres, puis leur poche. Moi, je suis un peu dubitatif là-dessus. Je trouve on a des très belles maisons de poche en France qui ont un savoir-faire, je trouve assez intéressant de travailler avec eux. Okay. Évidemment, il y a une marge qui est meilleure si nous-mêmes on publie en poche, mais c'est un peu à court terme, je trouve. C'est-à-dire qu'on va se faire un petit peu d'argent sur le poche qu'on fera, mais on ne va pas faire découvrir à un vaste public, on ne va pas aller toucher d'autres gens. Moi, je préfère pour l'instant qu'on travaille avec d'autres maisons spécialisées. Merci. J'adore le poche en plus. Je rebondis là-dessus, Pierre, pendant que personne n'a levé la main encore. Sur les poches, un éditeur précédent nous avait dit que quand on publiait en poche, entre guillemets, on perdait son livre parce qu'il va être publié en poche. Est-ce que pour vous, vu que vous avez déjà 10-12 livres entre guillemets en préparation, pour vous, c'est pas un problème d'entre guillemets de perdre ce livre-là? Non, parce que de toute façon, il y a un accord avec les éditeurs poche, et on sait qu'ils ne vont pas publier avant. Après, c'est contractuel, on leur dit c'est 1 an ou 18 mois. Voilà. Donc, ça laisse le temps à l'ouvrage dans notre édition de trouver son public. Mais aujourd'hui, et on ne va pas parler Covid, hein, mais juste avant, le monde de l'édition faisait que la durée de vie d'un livre était entre 1 et 3 mois. Donc nous, on se dit, ben voilà, on essaie de le garder 1 an, et puis après, on laisse la place aux poches. Ça paraît assez dans le sens du marché. D'accord. Et Jean-Marc a une question, donc je le laisse parler. Jean-Marc? Non, c'est pour prendre ton relais, venir à ton secours, Anthony, mais pour approfondir la question du poche, quand on intéresse des éditeurs poche, ça veut dire que les éditions grand format ont plutôt bien marché dans ce cas-là des 2 premiers. Tout à fait.
c'est comme ça que ça fonctionne. Hélas, d'ailleurs, parce que si ça ne marche pas dans l'autre sens, on Et n'a c'est quoi pas bien accès à marché? quelque chose. En fait, ma question est plus pernicieuse. C'est quoi bien marché en fait sur ces 2 premières parutions? On a fait une mise en place du Kimunsu qui était de l'ordre de 8500 exemplaires, ce qui pour un premier titre d'une maison qui venait de se créer était assez considérable, avec un tirage de 14 000. Et le Seomiae, on a dû faire une mise en place aux alentours de 5 000 avec un tirage de 8 000. On avait des tirages qui étaient un petit peu supérieurs à la mise en place, un peu au-delà de la norme, parce qu'il y avait Quai du Polar et que les 2 auteurs étaient invités à Quai du Polar pour un Quai du Polar coréen. On retrouvera peut-être l'an prochain, j'espère. Mais voilà. Donc, c'était une très belle mise en place pour nous. Je rebondis pas réellement, mais j'ai eu un coup de cœur terrible pour le film Parasite. Est-ce que Parasite a eu aussi un impact réel sur l'attrait coréen en France? Je crois que ça vient après ce qu'on appelle la vague coréenne. Ça a commencé avec peut-être la K-pop il y a quelques années, avec oui, il y a toute une vague coréenne quand même que nous on voit. Clémentine Alinalco, je pense qu'elle voit aussi que Linalco, voilà, la partie coréenne se développe très fortement. Les gens vont Il pour y a apprendre beaucoup, le beaucoup de coréen. personnes. Ouais. Tu veux nous dire un mot de la vague coréenne? Bah, moi, je m'y connais pas très bien en musique ou en série coréenne, donc je suis pas très bien placée pour parler de ça. Mais c'est vrai qu'à l'INALCO, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes en première année de licence. Ils sont peut-être 200 environ, donc c'est quand même assez considérable et il y en a beaucoup qui sont refusés justement, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, je pense que dans quelques années, il y aura davantage de traducteurs français pour le coréen, puisqu'il y a vraiment un intérêt de plus en plus fort. Donc, Léa, je pense, va s'y mettre. On compte sur elle. Si quelqu'un a une question, sinon je continue. Oui, moi j'ai une question. On m'entend? Parfaitement. Oui. J'aurais aimé savoir par qui vous êtes diffusé pour avoir justement des mises en place quand même assez importantes. Parce que c'est vrai que si le diffuseur ne suit pas, on aura beau faire tous les efforts du monde, ça ne marche pas non plus. Oui, exact. Point essentiel. Point très, très important. On travaille avec Interforum et c'est un bonheur et c'était quelque chose auquel on était très attaché. Quand on était au Serpent à Plume au sein de la Martinière, on était diffusé, distribué par Interforum. Et quand le projet a été déplacé du Serpent à une maison indépendante, je voulais absolument qu'on continue à travailler avec les équipes d'Interforum parce que c'est une super. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui travaille au Cherche Midi là. Alors, elle ne travaille pas, mais elle est dans une. Je ne travaille pas au Cherche Midi. Enfin, j'ai des très bons contacts avec eux, mais je suis lectrice de la Teen Thriller, mais je ne travaille pas pour eux. Non. Voilà, le Cherche Midi est donc dans les maisons qui sont vraiment très, très heureuses chez Interforum. Sonatine, évidemment, pour vous qui lisez du polar. Voilà, donc, et on est dans la même équipe de repré qui fait Sonatine. Donc, c'est super important de travailler avec eux. Et c'est un peu aussi, ouais, c'est le nerf de la guerre aussi, évidemment, les fusions-distribution. Voilà, et on est très bien. Alors, à noter que les sessions sur Zoom durent 40 minutes. Là, ça va s'arrêter d'ici peut-être 30 secondes. On reclique sur le même lien et on revient. OK? D'accord. Voilà. Et donc, on va continuer à parler, évidemment. Si quelqu'un a une question et à laquelle Pierre ou Clémentine pourront répondre après. Sinon, Clémentine, ton rôle, tu as dit tout à l'heure que tu étais traductrice, si j'ai bien compris. Est-ce que tu aides Pierre sur tous les manuscrits et Irène? Alors en fait, j'aide surtout pour la partie d'argumentation, en fait, comment dire? Par exemple, je cherche des informations sur les auteurs qu'on va publier. J'essaye de trouver des interviews,
des passages dans les émissions ou des parties de leur vie. Et je traduis ce genre d'informations. Comme ça nous aide à mieux connaître l'auteur, à savoir un peu la manière comment il écrit, ses habitudes. Donc, oui, c'est surtout ça. Après, pour la partie manuscrit. Du coup, est-ce que vous rencontrez les auteurs coréens ou pas du tout? Ça passe vraiment avec les traducteurs, avec les maisons d'édition sur place? Non, c'est très important de garder le contact avec les auteurs. C'est quelque chose qui est, de toute façon, avec Irène, au Serpent, on travaillait comme ça. On était avant tout une maison d'auteurs, je dirais. Ce qui peut parfois conduire à porter des textes dont on sait que commercialement, ils auront peu de place, mais parce que c'était des auteurs auxquels on tenait et on voulait accompagner toute la carrière. Donc, c'est plus compliqué, évidemment, quand on a des auteurs coréens qui se trouvent à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Heureusement, bon, quelqu'un comme Kim Un-soo, moi, je l'ai rencontré en Corée et puis je l'ai revu en Allemagne et puis en France. À chacun de ses livres, on a pu faire quelque chose. On se repose beaucoup, on a beaucoup d'aide de ce CNL coréen dont je vous parlais, qui s'appelle LTI Coréa, qui vraiment aide aussi à la traduction, mais aide aussi à la promotion des auteurs. Donc, ils font venir les auteurs, ils nous aident à faire venir les auteurs. J'ai été invité par eux aussi en Corée pour rencontrer les auteurs. Voilà, on a un contact, on arrive à maintenir un contact très très proche et très amical avec les auteurs grâce à eux. Et puis il y a quand même Francfort qui va sauter cette année, mais qui était aussi un point de rendez-vous qui était assez pratique. Voilà. Mais à ce sujet, Quai du Polar avait donc décidé de faire cette année un Quai du Polar, de faire un petit focus Corée, ce qui était très, très sympa. Et en partenariat avec la Corée, de faire un Quai du Polar à Séoul, qui devait avoir lieu en juin, qui est repoussé, mais qui se fera. Donc voilà, c'était aussi l'occasion d'aller là-bas et de continuer à travailler, à rencontrer ces auteurs. D'ailleurs, c'est Seo Mi-ae, l'autrice de Nuit Maman, qui a écrit déjà l'intrigue qui se passera à Séoul pour le Quai du Polar Séoul. À venir prochainement. Je peux poser Maman, une question, hein, c'est ça? Clémentine, tu nous entends? Là, j'entends, c'est bon. Ouais, super. Tu veux bien revenir? Je suis désolé pour la coupure. Non, pas de souci. Oui, comme il y avait le compteur en plus, le décompte était en mode. J'accélérais, je parlais vite et puis voilà. Donc, un truc que je fais aussi souvent, c'est la prospection. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde sur les librairies en ligne coréennes et je regarde en fait les nouveaux titres, donc tous les nouveaux thrillers qui sont sortis, les nouveaux polars, donc ce qui pourrait nous intéresser. Lorsqu'il y a quelques pages disponibles gratuitement, et c'est souvent le cas avec les ouvrages coréens, en fait, à chaque fois, il y a au moins 10-20 pages gratuites. Je regarde, je commence à lire un peu pour voir le style de l'auteur, voir si c'est quelque chose qui pourrait correspondre à la maison d'édition ou pas, si c'est assez innovant. Et lorsque je trouve quelque chose d'intéressant, justement, on a un petit tableau Trello et je mets les prospections dedans. Voilà, je mets les titres qui me semblent dignes d'intérêt, assez innovants. Et en fait, ça fait qu'on a pas mal de choses différentes. Donc, on a vraiment du polar, on a des ouvrages plus psychologiques, des ouvrages plus mystérieux. Donc, il y a beaucoup, c'est assez varié finalement. Pierre, c'est la bonne pioche, Clémentine, j'ai l'impression, non? C'est une bénédiction. Bah, c'est gentil. Johanna, tu voulais intervenir? Oui, je me permets de revenir. Vous discutiez des salons. Alors bon, je fais partie des déçus de l'annulation des Quais du Polar, mais je voulais savoir,
en dehors de cette année où effectivement le Covid a bousculé un peu la programmation, combien vous envisagez de salons à l'année dans l'avenir et est-ce que vous allez cibler plutôt des salons typés polar ou plus généraux? Parce que je crois que ça a un certain coût pour les maisons d'édition selon les salons en question. Donc voilà, je voulais voir un peu pour savoir votre présence. Alors typiquement, c'était Quai du Polar qui était le grand moment de l'année, parce que c'est toujours ce petit souci quand même que nos auteurs habitent à 10 000 km, donc Oui. c'est compliqué de les faire venir. Et de participer au salon sans auteur, aujourd'hui, c'est un truc qui n'a pas trop de sens. Surtout qu'on a une microscopique production, on n'a fait que 2 titres. Le 3e sort début juin. Donc voilà, on n'a pas énormément de choses à montrer. Si on ne peut pas montrer nos auteurs et les faire rencontrer, je crois que c'est pas intéressant. Donc on comptait malgré tout être présent sur 1 ou 2 salons dans la rentrée, mais je pense que tout va être annulé. Donc à ce jour, je ne sais pas. Je ne sais pas où on sera, je ne sais pas quand. C'est très possible qu'on participe à rien avant mars prochain. Tout dépendra des salons de la rentrée. On aurait bien fait Pau ou Toulouse, ou enfin avec Clémentine, on suit ça. On a regardé les salons possibles, mais enfin, je pense que la plupart risquent d'être annulés malgré tout. On était allé à Brive avec Kim Un-soo il y a 2 ans, c'était très très sympa, c'était bien amusé. Merci. Anthony, tu n'as pas ton micro. Eva, c'est à toi, pardon. Donc, je vous rassure, je ne vais pas vous poser des questions sur la soirée avec Nick Cave. Ma question, elle est un peu plus vaste. Je pense qu'on est plusieurs à pas encore avoir lu de romans de la maison d'édition. Donc, je voulais savoir si vous pouviez nous présenter rapidement les titres en fait qui sont déjà parus, de quoi ça parle, et puis aussi les parutions qui vont suivre là dans les semaines qui viennent. Tout ça sous la main. Le premier, notre petit premier, c'est donc Kim Un-soo, Sancho. C'est un bon pavé. On a dit pour simplifier, c'est un peu le parrain sauce coréenne. C'est-à-dire que c'est une guerre de succession au cœur de la mafia coréenne qui se passe à Busan. Pour ceux qui ne connaîtraient pas tout à fait par cœur la géographie de la Corée, Busan, c'est le port qui est à l'extrême sud de la péninsule. Et on va dire, toujours pour simplifier, que si Séoul c'est Paris, Busan c'est Marseille. Donc voilà, c'est un des ports les plus grands de l'Asie, avec évidemment tous les trafics. Vous êtes à 4 heures de bateau du Japon et à peu près autant de l'autre côté de la Chine. Donc il y a tout ce qui est Yakuza, Triade et compagnie. Voilà, et on a un vieux mafieux qui est un peu en bout de course et un Quadra qui va devoir prendre position sur son avenir, savoir s'il faut rester à miser sur l'ancien ou s'il faut se lancer tout seul dans le crime. Et voilà, c'est c'est l'univers de Kim Un-soo, c'est à la fois drôle, il y a beaucoup d'humour. On a toute la ville de Busan qui est très présente. C'est quelqu'un qui habite là-bas. Il adore cette ville qui est assez, enfin qui est très attachante, qui s'est formée avec tout un. Tu veux dire un mot, Clémentine, de Busan? Busan, c'est une ville portuaire. C'est l'une des villes les plus peuplées du pays. Et c'est vrai que l'ambiance est assez particulière. En fait, c'est vrai que la Corée, c'est un petit pays, mais finalement, il y a tellement de villes différentes. Séoul, donc c'est vraiment une ville dans les montagnes. Il y a beaucoup de dénivelé. Busan, c'est une ville à côté, près de la mer. Il y a toute cette ambiance
cette ambiance assez particulière qui pourrait presque faire kitsch parfois pour certaines personnes. Donc avec tous les restaurants de poissons, c'est comment dire, c'est plus rustique, c'est une grande ville, mais c'est quand même plus. Il y a une atmosphère assez particulière à cette ville. Il y a tout Et un pourtour de ville qui est d'anciens bidonvilles avec où Mm. s'est développée justement toute cette espèce de mafia locale. Et c'est dans ce contexte que se situe le livre. Voilà. Et donc on est dans du roman noir. On va dire que il n'y a pas de recherche d'intrigue, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas d'enquêteur. On suit vraiment ce personnage, Itsu, qui est voilà, cette charnière de sa vie au moment de cette guerre de succession des mafias. Et le deuxième, c'est Omiyae, Bonne Maman. Donc, Omiyae, c'est une femme. Il y a beaucoup de femmes dans le polar coréen, énormément. Parce que déjà, il y en a beaucoup dans la littérature coréenne et il y en a encore plus dans le polar. Maurice, qui est un des traducteurs et un des profs que connaît très bien Clémentine, disait qu'effectivement déjà les hommes les hommes de lettres coréens écrivaient chinois. Il fallait écrire une belle langue chinoise traditionnelle, calligraphiée, etc., etc. Donc on avait déjà un peu laissé la littérature populaire en langue vulgaire aux femmes. Et la même chose s'est reproduite 100 ans plus tard avec le polar, où effectivement c'était considéré comme un sous-genre, etc. On a laissé les femmes publier là-dedans, et maintenant elles ont pris une place qu'elles tiennent à garder et très forte, et à mettre une empreinte très particulière. Donc Somiae, c'est c'est quelqu'un qui écrit depuis longtemps, qui est très connu en Corée. Et ce livre, alors là on est plus dans le même style, on a dit Le silence des agneaux coréens, parce que c'est elle qui en parle au début du bouquin. On a alors faut pas j'ai toujours tendance à expliquer trop, donc il faut que je fasse attention. À vous dire la fin. Oui, alors ne pas dire la fin. On a un incendie, et suite auquel non, je m'y prends mal. On a une psychologue, criminologue, qui est appelée par un serial killer qui est en tôle pour... le type refuse de communiquer avec qui que ce soit. Il a fait les plus horribles choses que toute la Corée puisse imaginer. Et d'un seul coup, il demande à parler à cette femme. Et elle va donc le rencontrer en prison. Voilà, ça, c'est un peu le début du roman. Il se trouve que cette femme est avec un type qui va se retrouver, dont la fille réchappe à un incendie et donc va venir habiter avec eux. Laquelle fille est un petit peu bizarre malgré tout, une douzaine d'années, et elle est un petit peu inquiétante parfois. Voilà. Pour pas en dire plus. Donc on est sur quelque chose qui est du thriller psychologique très classique. Elle a une écriture pour le coup beaucoup plus proche d'une écriture américaine contemporaine. On est beaucoup moins dans l'exotisme de Kim Un-soo, d'une ville, de la Corée, de la nourriture, de tout ça. Somiae, on a quelque chose de plus classique d'une certaine façon. D'ailleurs, Bonne Maman, c'est une trilogie qui a été achetée par les producteurs de Downton Abbey et que vous aurez prochainement en série sur Netflix ou autre. Voilà. Donc, quelque chose de plus classique. Ensuite... Guitare ? Pardon. Non, pardon. Voilà, ça c'est pour les deux premiers, quoi. C'est pour les deux premiers. Et le prochain qui sort en juin, Doshinki, le portrait de la Traviata, c'est un whodunit, donc on est vraiment dans un truc, encore un autre style, avec un crime, 2 cadavres, un appartement, aucun suspect ou bien tout le monde suspect, et un flic accompagné d'un avocat un peu bizarre va enquêter là-dessus. Voilà. C'est l'avocat qui mène l'enquête en réalité. Et donc là, c'est quasi du Agatha Christie, c'est qui a tué, comment. Dans notre petite aventure Matin Calme, l'idée, c'était au début d'essayer de faire connaître un petit peu tout ce qui se fait
dans le polar coréen. Donc, on va essayer, chaque livre, on va essayer de vous montrer un aspect de l'écriture et des préoccupations et des styles qu'on peut retrouver dans le polar coréen aujourd'hui, parce que c'est très, très ouvert. Mais pour l'instant, le seul truc qu'on se met de côté, c'est les zombies. Mais bon, il n'est pas dit qu'on n'en fera pas aussi. Voilà. On a des chamans qui arrivent bientôt aussi. Qui sort début juin? Dojinki, c'est le Whodunit, le portrait de la Traviata. On a décalé un peu notre programme à cause des événements sanitaires, mais voilà. Gita, toi? Oui, oui. Alors du coup, moi j'ai deux petites questions. Je reviens un petit peu au début. Donc, je me demande comment est née cette passion pour la littérature coréenne, enfin, pour le polar coréen. Et donc la deuxième, c'est j'imagine du coup que le choix de cette ligne éditoriale n'est pas sans difficulté. Et donc quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez? Vous parliez tout à l'heure peut-être de la barrière de la langue, d'ailleurs à laquelle je pensais, mais peut-être que vous en avez d'autres, donc les difficultés que vous rencontrez actuellement. Les difficultés qu'on rencontre, mais aucune. Le monde est beau. Ah, super. Tout va. Non, en fait, à part cet épisode un petit peu compliqué actuel que nous vivons tous, mais sinon, on était plutôt très heureux. C'est un petit peu compliqué, effectivement, de travailler à plusieurs milliers de kilomètres de ces auteurs, mais bon, on arrive malgré tout à gérer ça. On les aime beaucoup, nos auteurs. Ils sont très chouettes, ils sont très bien. Ils ne sont pas encore dans une espèce de showbiz, d'écriture et de choses comme ça. Donc, ils sont assez entiers et ça nous porte beaucoup. Et voilà, donc on avait... Non, on n'avait pas de difficultés. On avait des difficultés à choisir parce qu'on a pléthore de belles choses et hâte de tout montrer. Là, en une semaine, en une semaine, on a reçu 5 nouvelles traductions là, des titres qui vont paraître jusqu'à janvier de l'an prochain. Donc c'est très excitant, c'est très plaisant et c'est hyper agréable, quoi. En plus avec des styles différents là, on a lu une traduction, Clémentine l'a lu aussi, les carnets d'enquête d'un beau gosse nécromant qui est un chaman escroc qui se retrouve à mener l'enquête avec sa sœur qui est une hackeuse et un détective privé avec une espèce de balourd sympathique. Il y a tous les clichés, c'est drôle, c'est de la série Z avec énormément de second degré. C'est superbement traduit par les traducteurs, le duo vraiment est génial. Et à côté de ça, là, moi, je viens de plonger dans un qui est noir, mais d'une violence, d'une dureté, d'une âpreté terrible. Voilà, c'est très, très riche. C'est très riche. Enfin, j'espère qu'on pourra vous faire partager ça, enfin, que vous serez d'accord. Mais voilà, donc, des difficultés, non, on n'en a pas, en vérité. Non. À part voilà, les petits soucis qu'on a tous. Jean-Marc? Deux questions très différentes. La première, donc, j'ai eu le plaisir de lire les deux livres. C'était un univers, moi, qui n'était pas du tout le mien, donc peut-être même j'y serais pas allé naturellement. Donc merci Léa, d'ailleurs, au passage. Merci Léa. Et je voulais savoir si donc j'ai beaucoup aimé les deux et vraiment l'atmosphère très différente et très singulière qui se dégage, et notamment dans Sancho. Avec cela dit, quand on n'est pas habitué, pas une barrière, mais un peu de temps quand même pour s'habituer pas à la langue puisque c'est traduit, mais en tout cas au nom des personnages et à s'y retrouver. Dans Sancho, il faudrait presque avoir parfois noté au fur et à mesure. Alors, je ne l'ai pas fait et puis on peut très bien le lire comme ça, mais bref, la question c'est est-ce qu'au bout d'un moment, effectivement, à force de lire, je sais que oui, c'est ça, Pierre, je te voyais. Un glossaire à la fin. Mais est-ce qu'on glossaire à la fin, mais on aurait dû le signaler au début parce que les gens le découvrent à la fin quand ils arrivent au bout du bouquin.
Alors, est-ce qu'on s'habitue effectivement, est-ce que plus on en lit, plus on finit par s'habituer un peu à toutes ces consonances de noms et à s'y retrouver mieux? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, qui n'a rien à voir, c'était par rapport au troisième qui sort en juin. On a vu dans des rencontres avec d'autres éditeurs qu'il y avait vraiment deux écoles, ceux qui disent bah, je décale mes parutions du premier semestre parce que ça va être la cohue dans les librairies et j'ai aucune chance d'avoir le début du commencement de visibilité. Et ceux qui, au contraire, disent bah non, il va y avoir une ruée dans les librairies, donc faut y aller. Donc voilà, deux questions très différentes. Alors, concernant les noms des auteurs, moi personnellement, je m'y fais pas, hein. Je continue de me les noter. C'est compliqué. En même temps, je pense que quand on lit, on a une analyse qui se passe du nom souvent. C'est-à-dire qu'on est avec le personnage et on situe le personnage malgré tout. Je pense que quand on lit les Islandais, on cite quelquefois un peu des noms à dormir. Oui, clairement, sur les polars aussi scandinaves, on a tous eu cette barrière au départ, hein. Je pense que c'est au bout d'un certain temps qu'on s'y habitue, clairement. Surtout que les Coréens, ils ont leur nom. On écrit toujours le nom au début. Donc, ça, c'est le nom de famille, on va dire, et ça, c'est le prénom. Donc, et ils s'appellent tous Kim, Park. Enfin, voilà, c'est terrible. Il y a 4 grands noms qu'on retrouve énormément. Donc, des Kim, vous n'avez pas fini d'en avoir. Donc, il faut faire attention au prénom qui suit. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que voilà, ça viendra avec le temps. On prendra nos repères et on y arrivera. Mais j'ai même eu une tentation sur Bonne Maman de changer les noms dans le roman parce qu'il y en a 2 qui ont des noms assez proches. Et je me disais, ça va encore compliquer la vie du lecteur ou de la lectrice. Mais bon, non, il faut essayer de respecter quand même les auteurs. Donc, on ne touche pas à ça et on prend le temps de s'habituer. Sur la deuxième question, stratégie de déconfinement et de mise en place en librairie. Ouais, nous, on avait 2 titres prévus, un en mai et un en juin. On a mis en juin celui de mai et en octobre celui de juin. En même temps, nous, on n'a sorti que 2 livres pour l'instant. Je pense que c'était important de continuer à être présent, même nous, continuer à travailler. Je veux dire, on a besoin de ça. On a besoin de continuer de s'impliquer, de retourner parler aux libraires, d'essayer de défendre nos livres. Donc c'était important malgré tout d'avoir une nouveauté. Ouais. Moi, je tenais beaucoup à ce qu'on sorte ce Dojinki. Après, je pense que commercialement, ça ne sera pas ce qu'on aurait pu attendre, évidemment. Mais on l'assume, on le sait, et voilà. De toute façon, la rentrée, elle sera aussi très compliquée. Il y aura aussi pléthore de bouquins parce que, contrairement à ce que disent les éditeurs, je pense que, à part quelques petits indépendants qui vont jouer le jeu, je pense que tous les gros qui devaient sortir avant l'été, ils sortiront à la rentrée. Tous ceux qui devaient sortir à la rentrée sortiront quand même à la rentrée, pratiquement tous, sauf ceux sur lesquels il y a moins d'enjeux. Et en plus, on va avoir, je ne sais pas, peut-être 50 essais sur le Covid entre maintenant et octobre, hein. Voilà. Certainement tous utiles. Mais il n'y en a pas encore eu sur le Covid en Corée. En tout cas, pas dans les polars. Si, d'ailleurs. En fait, si, il y en a un, mais on l'a acheté et il sortira en 2022. Mais c'est pas sur le Covid. C'est pas sur le Covid, c'est ouais. c'était inspiré par H1N1. Okay. Et c'est John oui, voilà, dont on avait co-traduit pour Piquier Généalogie du mal, pour ceux qui l'ont lu. Voilà, on a acheté son roman 28, qui raconte une épidémie en Corée. Voilà. En espérant que ce ne soit pas le Covid-22. Non, oh mon Dieu. Et donc voilà, donc on a décalé un petit peu, mais de toute façon, il faut rester actif et puis se faire plaisir et continuer tout en respectant les capacités d'absorption des libraires et des lecteurs. Et je pense qu'avec un titre en juin, on n'est pas les plus vilains.
Sibylle? Donc moi, ce sera pour Clémentine, en fait, ma question. Tu t'es spécialisée dans la Corée, enfin, dans la lecture asiatique ou c'est une passion à la base? Enfin, comment ça t'est venu? De base, c'était plutôt diplomatique. J'avais plutôt envie de travailler dans la diplomatie. Je connaissais pas très bien la Corée. C'était vraiment l'histoire, en fait, la partie historique qui m'intéressait. Et ensuite, avec les cours en licence, on a vraiment beaucoup de cours différents. Donc, on a des cours d'histoire, d'anthropologie et de littérature. Et donc, c'est en licence que j'ai découvert la littérature coréenne. Et finalement, bah, je me suis redirigée vraiment vers la traduction, vers la littérature. Voilà, donc non, c'était pas prévu au départ. Taël? Oui, moi j'ai deux questions qui n'ont pas de rapport avec l'une avec l'autre. La première, c'est pourquoi pas les zombies, justement, pourquoi pas explorer ce volet-là, et est-ce que il y a une volonté d'explorer d'autres facettes plus fantastiques, etc. Et mon autre question, c'était plus, je suis curieuse, Pierre, d'avoir ton regard sur le livre numérique et ou le livre audio. Est-ce que tu as voilà, est-ce que tu peux nous partager ta vision de cette forme d'édition? Alors, les zombies, ouais, non, mais je crois qu'il faudra le faire. C'est-à-dire, ce qui est assez sympathique quand même dans la littérature, enfin, dans moi, ce que je perçois, tu as raison, de la littérature coréenne, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de barrières. Mais peut-être comme les Japonais d'ailleurs, il ne faut pas le dire, mais il y a des choses proches. Et ça se voit dans leurs séries, ça se voit dans leurs films. Voilà, on avait un texte, par exemple, qu'on n'a pas pris, mais qui rappelait furieusement l'ambiance de, comment ça s'appelle, une série sur Netflix historique en ce moment, là, avec des zombies coréens. Là. Bon. Pas t'aider, Pierre. Zut. Clémentine, à l'aide! Kingdom? Oui, Kingdom, exactement. Donc, ruez-vous sur Kingdom pour voir ce que c'est que les zombies coréens. Et puis, il y a le train pour Busan qui sort sa suite, là, le dernier train pour Busan. Donc, oui, non, mais je pense qu'on aura un plaisir à aller voir tout ce qui se fait. Ça sera chouette. Et sans aller dans le fantastique non plus à fond, on restera, voilà, on regardera ce qui se fait. Et comme j'ai très envie qu'on fasse des polars historiques, etc. La deuxième question, le numérique. Moi, j'adore le numérique, je trouve ça super. Je trouve que c'est un pli à prendre. Les Coréens se sont rués dessus encore plus là, avec les problèmes qu'on a eu avec le Covid. Je pense qu'il n'y a pas du tout d'antagonisme. On n'a pas à choisir entre l'un et l'autre. Je pense que les deux vont parfaitement ensemble. Puis à la limite, les gens font ce qu'ils veulent. On aime les livres, on aime les livres papier. Les Coréens font des livres papier qui sont magnifiques. Là, c'est dommage, on ne peut pas vous partager ça, mais Jean-Marc les a Alors vus. justement, on avait une question complémentaire sur où tu imprimes et quelle qualité de papier est utilisée. On imprime chez Flock en Mayenne, une très très chouette imprimerie. Voilà. Et on a un papier, on a un bouffant assez classique, hein. On ne fait pas de folie non plus. La seule petite folie qu'on s'est permis, c'était de faire des rabats, parce que ça, on trouvait ça sympa. Et puis que les bouquins coréens sont tellement jolis, c'est tellement beau ce qu'ils font. Ils ont tous des rabats, ils ont tous des jaquettes, ils ont tous des belles choses, des reliures, des cousus et tout. On ne pouvait pas se payer ça, mais on a gardé les rabats pour l'instant. Et on essaie d'avoir des livres à peu près jolis. On a un super graphiste qu'on adore. Il nous fait du super boulot, je trouve. Voilà, on essaie d'avoir quand même des livres de qualité. Mais c'est vrai que Jean-Marc ou Léa, qui connaissent les livres coréens, peuvent le dire, ils ont vraiment une qualité qui fait envie, quoi. On peut être carrément jaloux. Et par ailleurs, ils ont un gros marché numérique. Donc, je ne crois vraiment pas que l'un empêche l'autre.
et j'espère que les gens liront autant sur l'un que sur l'autre, sans exclusive. Par ailleurs, il y a une chose qui se développe beaucoup aussi en Corée, Clémentine pourra vous en parler, c'est la publication sur feuilleton web. Les auteurs, par exemple Kim Moon-soo en ce moment, son prochain roman, il le publie en feuilleton web. Celui que je suis en train de lire en ce moment, il a aussi été publié comme ça en feuilleton web. Il y a ce type d'écriture qui est très intéressante, qui me plaît beaucoup, moi, et qui est poussé à son paroxysme avec les webtoons, pour ceux qui le connaissent. Et je pense que le numérique a beaucoup à apporter. Voilà. Sans que ce soit un choix entre papa et maman, quoi. On peut aimer les deux. Johanna? Oui, je voulais savoir à peu près combien de temps ça vous prenait du premier contact avec l'auteur jusqu'à la parution. Alors, parce que c'est vrai que c'est peut-être un préjugé entre guillemets, mais je soupçonne que c'est plus long qu'avec, par exemple, un auteur anglophone, notamment pour la traduction. Donc, je voulais savoir si c'était long ou, enfin voilà, avoir une idée un peu de comment ça se passait. La traduction, on va dire, la moyenne, c'est 7 mois. D'accord. Ce qui est très long, et ce qui est dû au fait d'avoir ce double traducteur, ce binôme de traducteurs. Ouais, c'est très très long, c'est très 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 long, c'est très exaspérant quand vous avez repéré quelque chose, que vous, voilà, et que vous allez mettre 2 ans à le sortir. Ouais, c'est très pénible. Pour les nerfs, c'est horrible. Surtout au début, parce qu'on n'a rien qui sort et on attend. On achète, on lance des traductions, tout ça, mais voilà, il n'y a pas encore les livres en librairie. Maintenant, le rythme est pris. On va faire ça, mais en plus, avec Interforum, comme avec tous les diffuseurs aujourd'hui, on travaille de plus en plus tôt auprès des libraires. Ce qui veut dire que les livres pour la rentrée littéraire, par exemple, les livres d'août, grosso modo, à part en temps normal, il faut les faire circuler en mai. Comme ça coûte très cher de les envoyer, de les imprimer, etc., parce que les journalistes et souvent les blogueurs et les libraires ne lisent que sur papier, n'acceptent plus des preuves que reliées et d'une certaine qualité. Ça veut dire qu'on va soit imprimer spécialement pour eux des livres, soit des épreuves, soit on va anticiper tout le tirage, on va faire tout le tirage ou la moitié du tirage en avril pour des livres qui paraîtront en août. Et s'ils sont en avril, c'est qu'on les a achetés quasiment à Francfort en octobre d'avant. Et la traduction. Ouais. Donc voilà, c'est des délais qui sont un petit peu trop longs à vivre, mais pas trop le choix. Alors, comme vous aviez dit que c'était une trilogie, Seomiae, je voulais savoir, je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai hâte de le lire et je voulais savoir si le tome 2 était dans les cartons dans un avenir proche. Alors, le tome 2 est écrit et devait venir avec à Lyon. D'accord. Pour nous en parler, mais bon, voilà, donc on a pris un peu de retard, mais ouais, elle l'a fini et on l'aura bientôt en lecture. D'accord, merci. Valérie? Oui, bonjour Pierre. J'avais une petite question par rapport à l'histoire coréenne. Est-ce que pour vous, la Corée médiévale ou des périodes de l'histoire plus reculées que celles auxquelles se situent vos romans actuellement pourraient être une source d'inspiration justement pour avoir des polars plutôt d'inspiration historique? Oui, tout à fait. Ben, il y en avait un qui me faisait bien envie, qui se situait, Clémentine, c'était à quelle époque C'était Choson, il me semble, oui, c'était ça. Donc, Choson, tu expliques à quelle époque ça se situe? Oui. Choson, en fait, c'est une des périodes qui est le plus... c'est la période juste avant notre période... je ne sais pas comment expliquer.
c'est la période qui est connue pour justement la culture coréenne. Quand on pense à la culture coréenne, donc si vous allez par exemple au centre culturel coréen, ou si vous regardez un documentaire, généralement ce sera sur cette époque justement. Donc c'est l'époque des lettrés, qu'on appelait les Yangban. L'époque, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport Non, c'est très par rapport bien, à c'est ça? très bien. Petit, pour situer un peu. Et en fait, c'est vraiment, on va dire que c'est vraiment l'époque, lorsqu'on pense au folklorisme coréen, c'est à cette époque qu'on pense. Et c'est, oui, voilà. C'est une Je sais une pas trop grande source quoi. d'inspiration pour toute Ouais, la c'est une culture grande coréenne dynastie. aujourd'hui. Et puis Ouais. une époque vraiment fondatrice des grandes choses de Oui, la oui, oui. Corée. Il y Vous avait comparez ça aux énormément Trente de. Glorieuses? Ah non, plus à Pas Louis tellement. XIV. Voilà, il y a eu D'accord. beaucoup de rois différents en fait. Il y a un Beaucoup de ensemble rois de qui se sont dynasties succédés. qui va vraiment faire une Corée qui va prendre une place importante. Voilà, donc il y avait Les beaucoup Lumières, de. très bien, tout à fait aussi. Les Lumières, ouais. Ouais. Donc on avait un roman là-dessus, qui se passait là-dessus, qui était assez dur et qui était assez compliqué, écrit par une femme et qui était un peu. Ouais, c'était compliqué parce que vous voyez les contes de Canterbury avec ces histoires qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et là, on avait donc la base, c'est que les femmes, quand elles mouraient, surtout si elles étaient sans enfants, etc., étaient vraiment des moins que rien. Et personne s'en occupait. En gros, le cadavre, on allait tout juste voilà, le jeter dans un coin et basta. Et donc, il y a des femmes dont le métier était d'aller s'occuper des dépouilles de ces défuntes. Et donc, on suit le parcours d'une de ces femmes qui est mêlée à des intrigues de la cour de l'époque, puisqu'il y a beaucoup d'intrigues, il y a toutes ces choses, voilà, et qui, en fait, à travers ce métier d'aller s'occuper des dépouilles des femmes dont personne ne veut, des suicidés notamment, interroger des tas de questions sociales sur la place des femmes dans cette époque, mais évidemment, miroir d'aujourd'hui. Donc c'était un petit peu compliqué, un petit peu, ça reposait sur, voilà, c'était aussi très historique, donc fallait arriver à s'y retrouver. On l'a mis de côté. Mais voilà, je sais qu'il y en a d'autres qui sont inspirés par cette époque. Parce que si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que c'est une période assez longue, donc du XIVe siècle au XXe siècle en fait, jusqu'en 1910. Ce qui fait que y aurait matière à trouver, je pense, quelque chose. Mais c'est vrai, c'est tellement long en fait qu'il y a beaucoup de, en fonction du roi, beaucoup d'habitudes changent. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à trouver, je pense. Mais voilà, si on prend un roman par exemple inspiré du début, donc à la fin, je sais pas, en 1393, 1392, il me semble. Et si on prend une histoire à la fin du royaume, donc en 1905, 1910, ça sera vraiment différent. Donc finalement, il y a beaucoup, je pense Nos qu'il y dépouilles, aura c'était beaucoup le de choses à XVIIe chercher. siècle. Hein. 17e siècle, ok. Donc, ouais. Okay. Sibylle? Moi, je voulais revenir sur le papier liseuse et je voulais voir votre avis sur l'audio. Est-ce que c'est quelque chose vous avez déjà pensé, vous comptez y penser? Oui, on se pose la question. On connaît pas, on n'a jamais travaillé avec les maisons qui font ça, Audible ou autres. C'est sûrement très intéressant, ouais, c'est une piste. Il faudrait qu'on ait le temps de s'y plonger. Moi, je pense que de toute façon, tout est bon hein, pour faire circuler. On s'est laissé prendre par le temps, là. Ça veut dire que c'était passionnant, Pierre. Hein, donc, sûrement. Non, mais voilà, l'audio, on en fera, il faudra qu'on en fasse, tout à fait. Tout à fait. Alors, je profite que tout le monde ne soit pas encore là pour vous poser une question. Est-ce qu'il y a des auteurs avec lesquels vous travaillez qui sont francophones et qui ont en tout cas, qui parlent français? Alors, derrière moi, vous avez deux peintures coréennes qui m'ont été offertes par Aiji, qui est un auteur, un romancier coréen que j'aime beaucoup.
que j'ai rencontré, avec qui j'ai passé beaucoup de temps à Séoul, et qui a fait sa thèse de littérature sur Rob Grillet, et qui a amené le nouveau roman en Corée il y a quelques années, et qui est parfaitement francophone évidemment, qui n'est pas très fréquent quand même en Corée, on peut dire ce qui est. Les gens sont d'abord tournés vers le chinois quand même, je pense. Et donc des francophones, il n'y en a quand même pas beaucoup. Même, vous savez, des anglophones, il n'y en a pas beaucoup. Hein. De façon générale, en Asie, les gens parlent d'abord chinois et après autre chose. La nouvelle génération, évidemment, parle anglais, mais c'est la nouvelle génération. Les autres non, Kim Un-soo se met à l'anglais depuis plusieurs années. Donc, voilà, maintenant, il se débrouille très bien. Seo-mi-ae aussi, mais parce que c'est des gens qui travaillent aussi beaucoup avec l'étranger. Seo-mi-ae, devenu maman, il est traduit dans 13 langues. Hein. Il vient de sortir en Pologne, là. Donc, elle a une grande carrière internationale. Et donc, elle est très ouverte sur l'étranger. Mais francophone, à part Aiji, je n'en ai pas rencontré beaucoup. Aiji, je vous montre. Si vous voulez voir, La République 12 épices. Voilà. Est-ce que cet auteur sera publié chez vous bientôt? Alors, Aiji, non. Il y a un problème avec ce garçon que j'aime beaucoup. Il appartient à une génération un petit peu ancienne, où la place de la femme était quand même pas top. Il est misogyne, quoi. Voilà. D'un autre temps. Voilà. Et dans l'arrivée de MeToo en Corée, il y a 2 ans à peu près, il était prof de littérature dans une fac de lettres, une fac féminine, où il n'y avait que des femmes. Ça existe en Corée. Et il a pris un peu de haut les revendications féministes. Ça s'est très mal passé, il a perdu son poste, etc. Il est banni en ce moment, ce garçon. Ce garçon, il a 60 et quelques. Donc non, pour l'instant, il n'est pas prévu. Puis c'est plus un auteur de littérature, pour le coup, qu'un auteur de polar. Et le seul auteur qu'on aurait pu inviter et qui aurait pu nous parler de son œuvre, bon, ok, c'est dommage. Est-ce que par contre, c'est envisageable d'inviter un auteur coréen qui sera traduit par Clémentine? On espère bien. Oui, bah, ça serait bien, mais sinon, vous voulez dire lorsqu'on discute comme ça ou plutôt Oui, voilà, en live. Oui, en live, par exemple. Traduit. Traduire les propos de l'auteur. Oui, interpréter. J'ai jamais fait d'interprétariat. C'est très différent, hein, interprétariat et traduction. C'est très différent, ouais. Ouais. Vous connaissez quelques interprètes, enfin Pierre, Irène connaissent quelques interprètes déjà, avec qui ils travaillent, donc justement, pour Quai du Polar et pour les autres rencontres qui étaient prévues en mars. Il y avait une interprète qui allait travailler avec eux, qui s'appelle Ellie, je crois, il me semble. Oui, et puis surtout Ye-Jin Kong. Oui, exactement. Qui avait accompagné notamment Anne Kang quand elle est venue en France. On l'a fait venir plusieurs fois, Anne Kang. Et elle était très, très précieuse. Mais c'est vrai que c'est 2 métiers très différents, l'interprétariat et la traduction. Est-ce que quelqu'un a une question? Ou est-ce que Léa va intervenir? Pardon. Je n'ai pas vu qui. Je vois juste la conversation sur le groupe. C'est le soju, hein, pour la Corée. Il va falloir vous mettre au soju. C'est la bière, c'est ça? C'est l'alcool coréen. D'accord. C'est Guita qui avait une question, je crois. Oui. Alors du coup, pour moi, déjà, c'est vrai, comme c'est écrit, c'est super passionnant. Et moi qui ne connaissais pas du tout la littérature coréenne, donc je pense que je vais vite me procurer les ouvrages dont vous avez parlé. Et donc, je pensais en fait justement à la stratégie de communication. Est-ce que vous avez des axes de com que vous privilégiez pour déjà faire la promotion des ouvrages, mais aussi pour toucher à des lecteurs, en fait, pour atteindre des lecteurs qui sont novices comme moi,
qui ne connaissent pas ce monde du polar coréen et puis aussi aux autres qui s'y intéressent comme la majorité ici. Léa, où es-tu? Oui, je suis là. Léa nous a déjà beaucoup aidé à rencontrer le public. Tu en dis un mot? Oui, alors pour moi, en fait, ça faisait quelques mois que je m'étais mise à m'intéresser à la littérature coréenne. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait à avoir cette maison d'édition qu'elle a créée, j'étais tout simplement folle de joie, parce que j'adore le polar et en plus, j'étais tombée amoureuse littéralement de la littérature coréenne. Je trouve que c'est vraiment un projet vraiment génial, d'une part parce que ça ouvre vraiment des horizons littéraires immenses aux lecteurs, d'autre part parce qu'il y a une véritable richesse dans le polar coréen. C'est vraiment un polar, enfin on peut avoir du thriller, du roman noir, du roman anime, du thriller fantastique, du polar historique. Il y a vraiment de tout dans ce polar. Et je suis vraiment heureuse d'être là à la naissance de cette maison d'édition pour essayer de l'aider à mon humble niveau parce que sincèrement, je pense, je crois et je suis même sûre que cette maison d'édition va lancer la vague du polar coréen, tout comme Actes Noir, la collection Actes Noir d'Actes Sud a lancé la vague du polar scandinave avec Millennium notamment. Et je suis tombée amoureuse de la première parution, Sancho de Kim Eun-soo. J'avais déjà lu Les Planificateurs et aussi Jab du même auteur. Et j'ai retrouvé l'humour noir de cet auteur, l'univers, et en plus, j'ai découvert une ville, Busan, qui est vraiment une ville que j'ai envie de visiter maintenant. Donc pour tous les amoureux des films de Martin Scorsese, c'est vraiment incontournable. Puis je suis tombée encore plus amoureuse de Bonne Nuit Maman de Son Ye. Et là, pour moi, c'est vraiment le thriller universel. C'est le thriller qui se lit à 100 à l'heure, c'est le thriller qui va plaire à tout le monde, que ce soit les gens qui sont déjà adeptes du genre, mais aussi à ceux qui veulent connaître ce genre-là. Et en plus, c'est le début d'une trilogie. Donc, quand on a terminé ce livre qui est trop court, malheureusement, eh bien, on a envie absolument d'avoir la suite entre les mains. Donc, sincèrement, allez-y et soutenez cette maison d'édition et croyez en cette maison d'édition. Moi, j'y crois à fond. Ça fait déjà depuis, les 2 parutions, j'ai déjà acheté 3-4 exemplaires pour faire des concours et là j'en ai acheté 3-4 autres pour l'offrir autour de moi. C'est pour vous dire à quel point je suis tombée amoureuse de cette maison d'édition. Désolée d'avoir trop parlé. Donc pour répondre à la question sur la stratégie de communication, je crois qu'il n'y a rien de mieux que les lecteurs et les lectrices qui ont des passions comme ça. Et c'est génial d'avoir rencontré Léa et puis de vous rencontrer vous ce soir parce que voilà, le problème de l'éditeur, c'est si on reste enfermé chez nous comme des andouilles devant nos écrans et voilà. On a besoin de rencontrer les libraires et de vous rencontrer vous. Avant, on n'avait que les libraires et les salons et maintenant, il y a quand même tout ce qui est réseau qui est assez sympa. Clémentine fait beaucoup aussi sur les réseaux. Et voilà, pouvoir rencontrer, parler au lecteur, expliquer un peu ce qu'on veut faire, ce qu'on a en tête, et puis aussi essayer de présenter nos auteurs parce que franchement c'est des gens, c'est dommage, voilà, ça s'est pas fait avec Pion cette année, mais c'est vraiment moi j'ai vu Kim Eun-soo donner des cours de boxe à l'INALCO, c'était génial quoi. Donc c'est vraiment des gens qu'on a envie de tout faire connaître et la stratégie, on n'a pas une stratégie spéciale, mais c'est la proximité, c'est arriver vraiment à vous mettre ça entre les mains et puis après vous direz si vous n'aimez pas, mais voilà, d'être la proximité. Si quelqu'un veut rebondir ou intervenir, n'hésitez pas. Moi, je trouve que c'est le moment de la petite photo, Anthony, non? C'est le moment de la petite photo. Donc mettez-vous sur votre meilleur profil. Léa, oui, voilà, parfait. C'est bon, super pour la photo. Parfait. Si quelqu'un veut rebondir encore, je pose une question. Moi, j'avais une question par rapport au graphisme. Je trouve que les couvertures, elles sont très proches en fait des couvertures anglo-saxonnes, pour le polar notamment. Est-ce que c'était un choix conscient au début de la maison d'édition? Pas du tout. Pas du tout. En fait, elles sont très proches des couvertures anglo-saxonnes. Je trouve par rapport en fait à ces lettres en fait qui ressortent vraiment sur Ouais. sur la couverture et des graphismes très photo par rapport à d'autres maisons d'édition qui ont fait des choix plus dessinés.
en Ouais, fait. il y a certaines explications. Les titres, en gros, c'est parce que les noms des auteurs, vous allez avoir un petit peu de mal à les apprendre au début. Donc, le graphiste, dans sa grande intelligence, nous a dit les noms, on ne va pas voilà, super communiquer dessus au début parce que malheureusement, ils sont pas, voilà, c'est pas évident. Donc, on va mettre les titres vraiment fortement en avant. Et après, l'idée, c'était pour nous beaucoup le cinéma. On parlait de Parasite tout à l'heure, film génial, j'adore. Depuis déjà quelques années maintenant, on commence à connaître le cinéma coréen. C'est une des voies d'entrée dans la Corée. Des films comme Old Boy, comme J'ai rencontré le diable, et puis dans un autre style, Poétrie ou des choses comme ça. Voilà, on commence à connaître un petit peu ce cinéma-là. Il y a le transpersonnage là, qui sort en série aussi, qui était aussi voilà, Okja dans un autre style. Bref, donc on s'est dit au début, on associe les thrillers coréens avec le cinéma thriller coréen. Donc des images qui sont typiquement, la première est emblématique de ce que veut faire le graphiste, des espèces de moments d'instantané, comme dans un film où voilà, on a juste un arrêt, il y a une action, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant, ce qui se passe après, mais on est vraiment dans l'action du polar. Voilà. Après, les prochaines sont un petit peu comme ça aussi. Voilà. Après, c'est un univers en noir et blanc, avec des codes polars aussi, parce qu'on ne peut pas tout réinventer à chaque fois. Et puis, on ne veut pas perdre les lecteurs. C'est déjà compliqué de dire, voilà, on arrive, on est tout content, on est indépendant, et on va vous faire lire des polars coréens. Si en plus, on vous met ça avec un univers très coréen, par exemple, ils font leurs livres sont magnifiques, mais leurs graphistes sont géniaux aussi. C'est très épuré, on va vous perdre. Donc, on prend le temps, on reste un peu dans les codes pour, voilà, pour être compris. Et puis après, peut-être que c'est comme le reste, peut-être qu'on s'amusera plus. Mais par exemple, eux, ils ont des polars où ils ont un traitement de couverture qui est très, très BD. Et vraiment BD, quoi. Donc, si on faisait ça, on aurait l'impression qu'on vend de la jeunesse, typiquement. Le Minam Dang, là, qu'on sort, je ne sais plus quand, parce qu'on a un peu bouleversé le programme, qu'on sort en septembre. En quoi? Octobre ou septembre. En octobre. Ouais, je vais y faire. Typiquement, la couve originale, ça serait drôle de vous la montrer, mais tu peux peut-être nous la trouver, Clémentine? Je vais regarder sur mon téléphone. Je vais chercher. Elle est dans une veine où on a l'impression qu'on est dans dans de la BD de jeunesse, quoi. Et ça aurait été intéressant de garder un peu des codes comme ça coréens aussi pour nos polars. Mais franchement, je pense que c'était se charger trop de choses compliquées pour débuter. Magali? Tout à l'heure, vous parliez de tout ce qui est thriller. C'est intéressant de voir que pour Bonne Maman, vous parlez de le pendant avec Le Silence des agneaux. Pour votre première édition, pour votre premier livre, pardon, vous l'avez associé également au Parrain. Pour le troisième, du coup, quelle serait la référence cinématographique que vous mettriez en avant? Alors, typiquement les Agatha Christie, ce genre de choses. Typiquement du roman d'enquête. Si vous deviez donner un titre vraiment précis, parce qu'effectivement, Agatha Christie, il y a eu beaucoup d'adaptations. J'ai pas idée. J'ai pas idée. Je connais pas assez, je crois. Mais oui, ou je sais pas, ou des mystères de la chambre jaune, ou des choses. Bon, ça, c'est encore plus vieux, mais voilà, des choses comme ça. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de. On est vraiment sur quelque chose qui est très d'ambiance et cérébral.
J'ai la couverture du livre, si vous voulez, du livre dont Pierre parlait tout à l'heure. Très comique, très BD. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Ah oui. Enfin, vous voyez un petit peu l'ambiance, quoi. Ouais. Ouais, c'est les chamans escrocs dont on veut Oui. parler. Voilà. Je pense pas que ce soit une très bonne qualité d'image, mais... Oui, on a bien Le Lord de reconnu. Roger Ackroyd, excellent, voilà, très bien, très très bien. Si quelqu'un veut encore intervenir. Non, tout le monde, ouais, tout le monde est rassasié, c'est bon? Floriane? Non? Non, ton micro n'est pas activé. Je te l'active. Vas-y, Floriane. Normalement, c'est bon. C'est bon. Attends. Ouais. Ça marche? C'est bon. Tout à fait. Oui, bonsoir. Ma question, vous évoquiez, par rapport au premier roman que vous avez présenté, vous avez parlé de roman noir. Qu'est-ce que vous appelez un roman noir? Parce que c'est vague comme terme. Ouais. J'ai pas une grande connaissance des définitions et segments du polar. Pour moi, effectivement, le roman noir, c'est il n'y a pas d'intrigue, même si effectivement il y a une partie d'intrigue dans le sens où on ne sait pas ce qui va advenir de la carrière de ce tueur sympathique d'ailleurs. Et on est surpris, et il y a des rebondissements, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est vraiment plus, pour moi, ce que j'appelle le roman noir, c'est vraiment centré sur l'ambiance, le personnage qui incarne vraiment le livre et toute l'ambiance qui va avec. On a effectivement des odeurs, des goûts, enfin c'est très, très, très sensuel comme livre, enfin très, très riche. Et moi, j'aurais pas été gêné au Serpent à la Plume de publier en littérature. Voilà, parce que l'intrigue, est-ce qu'il va finir par tuer ou être tué? Est-ce que tel va survivre ou pas? Ça fait partie du livre, c'est l'histoire du livre, mais c'est pas tant. Ce qui est important, c'est voilà, ce personnage, ce qu'il est en train de vivre, ce moment de sa vie, et l'aspect polar disparaît presque un peu derrière la richesse du personnage en fait, et de l'histoire. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle du roman noir. Oui, parce que quand on dit roman noir, je pense plutôt à Siménon, des choses comme ça. On essaye de... Non, c'est plus... Comme c'est quand même la mafia et qu'il y a quand même des meurtres, voilà, et que, comment dire, c'est quand même beaucoup plus sanglant. Hein. Vous verrez l'usage du torchon quand on poignarde quelqu'un avec un couteau à sashimi. On met un torchon sur la lame pour pas que ça s'enfonce trop dans le type. Comme ça, on pourra le replanter dans quelques mois quand on aura l'occasion de se rebattre ensemble. Donc voilà, c'est quand même assez... C'est sanglant, attention, hein, c'est noir et rouge hein, comme roman. Donc, pour beaucoup d'entre nous ici, c'est ça qui est bien. Voilà. Voilà. Donc c'est pas Simenon, non, c'est pas. D'accord. Mais ça, je pensais à ça, c'est pour ça. L'ambiance est essentielle, mais il y a des scènes comme dans Les Planificateurs, qui était un très très chouette titre qu'on avait traduit, que moi j'avais adoré, qui est donc maintenant chez Point, où il y avait une scène entière qui durait peut-être 60 pages, où le tueur avait refait sa vie, il vivait en province, il avait trouvé un amour, il y a une jolie histoire, tout était beau, etc. Et puis, paf, en 2 pages, on se retrouve avec un massacre dans un centre de coiffure, et puis tout le bouquin repart sur l'avancée d'avant. Donc il y a des changements de rythme en permanence. Encore une fois, c'est pas conçu comme des romans américains, comme des romans classiques, ou même comme font aujourd'hui les Suédois. Ou, voilà. On est dans quelque chose qui a une construction qui souvent va surprendre et qui va désorienter souvent le lecteur. C'est pas linéaire, c'est pas, enfin voilà. C'est pas forcément. Alors, c'est au Miyae, c'est différent, c'est beaucoup plus classique, si j'ose dire, mais Kim Il-soo, c'est un univers très, très, très particulier.
Bon. Merci. Est-ce que Clémentine ou Pierre, vous êtes déjà partis en Corée? Et Léa d'ailleurs, je ne suis pas sûr. Clémentine? Oui, je suis déjà partie déjà dans le cadre d'un semestre en échange en 2017. Et sinon, je suis partie aussi en 2018, en août, juste pour les vacances. Voilà. Et Léa? Non, pas encore. J'avais prévu de partir en septembre-octobre. Bon, c'est pas demain la veille. Mais en fait, il y a peut-être un projet avec la libraire Clémence de la librairie Le Phénix en juin 2021. Donc, je croise les doigts. Et Clémentine, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce pays? Est-ce que l'ambiance, est-ce que tu la retrouves à travers les auteurs ou ça dépend réellement de certaines régions principales? Est-ce qu'il y a une sorte d'entité totale sur le pays? Alors, je trouve que l'ambiance change quand même selon les villes. On voit qu'à Séoul, c'est beaucoup plus, entre guillemets, pesant. Il y a une sorte de pression continuelle. Les gens vont très vite, ont toujours quelque chose à faire. J'ai l'impression, quand je suis en Corée, il y a bien 1 semaine, 2 semaines où il faut que je m'adapte. Parce que j'ai l'impression que c'est un pays où on n'a pas le droit de s'ennuyer, en fait. Ou si on s'ennuie, c'est considéré comme limite mauvais. Donc, il y a ça. Il y a aussi quelque chose, comme disait Pierre tout à l'heure, qu'on retrouve beaucoup dans les livres, c'est la critique sociale. Donc, le fait que les gens travaillent beaucoup, donc quel que soit, donc à Séoul, les gens travaillent beaucoup dans les bureaux, par exemple. À la campagne, ça va être dans l'agriculture, mais même les retraités doivent continuer généralement à travailler. Et donc, il y a parfois une critique sur justement ce rythme très compliqué à tenir, en fait, pour tout le monde. Également des critiques politiques, puisque je ne sais pas si vous avez entendu parler de la destitution de l'ancienne présidente, par exemple. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je vois aucun mouvement, j'ai l'impression que j'ai pas de connexion. J'entends, mais ça a légèrement saccadé. Ça gêne un peu, mais... D'accord, oui, j'ai une très mauvaise connexion, désolée. Donc, je vais essayer de continuer. Je vais peut-être parler plus doucement. Oui, beaucoup le côté critique sociale qu'on retrouve lorsqu'on est en Corée. C'est un pays qui n'a pas peur de faire des manifestations généralement pacifiques. Il y a un mouvement qui s'appelle, comment dire, les manifestations à la chandelle, en fait. Donc, c'est littéralement des manifestations avec une chandelle, donc c'est quelque chose de très visuel. Et ensuite, pour dans la littérature, oui, donc selon la ville. Quand ça se passe à Séoul, on sent généralement qu'il y a quelque chose de un peu étouffant, mais à la fois très vivant aussi, très théâtral. Quand ça se passe à la campagne, quelque chose peut-être de plus traditionnel. Et lorsqu'il y a des romans donc comme Sancho qui se passe à Busan ou dans d'autres régions côtières, dans d'autres villes côtières, on sent quelque chose de plus, j'allais dire chauvin presque. Vraiment, on voit que ce sont généralement des auteurs qui viennent de ces régions, qui sont très attachés à la mer, qui sont très attachés au patrimoine, à là d'où ils viennent en fait. Donc oui, je pense que oui, on retrouve vraiment de la Corée dans les livres et je pense qu'il y a, selon les régions, pas mal de différences, effectivement. Merci Clémentine. Si quelqu'un veut réagir, sinon on s'arrête là et on va tous manger du soju, boire du soju. Du comment? Du kimchi. Kimchi, ok. Le kimchi, c'est le chou fermenté coréen. C'est la base de l'alimentation coréenne. Okay. Jade confirme, apparemment c'est très bon. Bon, alors il est temps de tous vous remercier, évidemment, Pierre et Clémentine, tout d'abord, et vous tous, hein, évidemment. Merci à toi et à vous tous. Merci à vous. Et puis Pierre et Clémentine, n'hésitez pas, si jamais vous avez un auteur qui veut passer ou dans ce genre de visio, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Et notamment lors de la prochaine sortie du 3e. Voilà, même sans auteur. On vous accueillera avec grand plaisir.
Merci à tous, en tout cas. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde, bonne soirée. Au revoir. Salut tout le Au monde. revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.